contre-offensive de l'année 1915. Le printemps était donc arrivé et les combats devenaient de plus en plus intenses et plus modernes. Deux terribles armes virent le jour, le lance-flammes, inauguré à Malancourt en Argonne le 26 février 1915, et le gaz, employé pour la première fois au cours de la seconde bataille d'Ypres du 22 avril au 25 mai 1915. Les Allemands n'avaient pas abandonné leur idée de percer le front en Belgique. Le 22 avril, un nuage de gaz jaune-vert dériva sur 6 km de Steenstraat-Langemarck, où se trouvèrent les régiments de la division coloniale du général Putz, c'est-à-dire la 45e division algérienne et la 87e division, composée de Bretons et de Normands. Pris à la gorge et aux yeux, ils tombèrent aveuglés, suffoqués. La 6e armée du duc de Wurtemberg s'élança et ne rencontra que des cadavres et des mourants. Ainsi, une brèche de plusieurs kilomètres apparut. Plusieurs monuments bretons ont été érigés autour d'Ypres. Ce calvaire mis en place après la Seconde Guerre mondiale est évidemment inspiré des calvaires bretons. Il se trouve au cimetière national français de Saint-Charles de Potitz, à l'ouest d'Ypres, où sont enterrés les morts français de 1914 et 1915. Un autre fut érigé, baptisé le Carrefour des Roses, présentant les villes de garnison des régiments territoriaux de la 87e division. Le front français fut la jonction avec le front belge. La croix de la réconciliation ou de paix fut élevée en hommage aux morts du 418e régiment d'infanterie français le 22 avril. Elle fut inaugurée en 1961. Elle remplaça un monument impressionnant, dynamité par les Allemands en 1942. Langemarck fut occupée par la 41e division allemande de réserve et restera aux mains de l'ennemi jusqu'au 16 août 1917. Situé à l'emplacement des tranchées allemandes de l'hiver 1914-1915, fut créé l'un des plus émouvants cimetières du front ouest. Appelé cimetière des étudiants, figurent 49 blocs de béton au niveau des bunkers. Aujourd'hui, 44 300 soldats y reposent. Face à lui se trouvent 4 soldats assistant à l'enterrement d'un compagnon. La première division canadienne était au début en dehors du nuage de gaz, mais quand elle voulut fermer la brèche, elle fut prise dedans. Elle contre-attaqua le 22 avril dans le bois de Kichtner. Le lendemain, celui-ci fut repris, mais cela ne permit pas de restaurer un front continu avec les Français. Ce bois, devenu célèbre, n'est pas lié à celui du secrétariat d'État à la guerre britannique, mais vient de la traduction anglaise « le bois des cuisiniers ». Un monument fut érigé. Maintenant, ce bois n'existe plus, c'est un champ. Cette division se replia sur Saint-Julien. Ce village fut repris par les Allemands. Il sera finalement repris le 3 août 1917 par la 39e division canadienne. Au carrefour de Vancouver Corner se trouve le mémorial canadien, colonne surmontée du buste d'un soldat se tenant les mains jointes, entouré de conifères et de rosiers. La plaque visible en bas du monument indique que cette colonne marque l'emplacement du champ de bataille où 2000 hommes tombèrent face à la première attaque au gaz les 22 et 24 avril et furent enterrés ici. En fait, ces morts furent dispersés dans de nombreux cimetières. Le Canadien John McCrae, médecin et poète, fut promu lieutenant-colonel en 1915. Lorsqu'il perd son plus proche camarade, enterré en plein champ, il écrivit son célèbre poème où il évoque les croix de bois et les coquelicots qui couvrent le champ de bataille. Il succomba à une pneumonie le 28 janvier 1918 et fut enterré au cimetière de Villereux, dans le Pas-de-Calais. À la sortie d'Ypres se trouve le cimetière d'Excess Farm. Plus qu'un simple cimetière, il était le lieu de vie d'une ancienne ambulance de campagne. C'est ici que le 3 mai 1915, le lieutenant-colonel de médecin John McCrae composa son poème. La ferme de la mort ou le piège à obus, considéré trop sinistre, fut remplacé par la ferme du piège à souris ou la ferme de la souricière. C'était le poste de commandement de la 3e brigade canadienne pendant l'attaque par les gaz et dans la bataille de Saint-Julien. Finalement, les Canadiens seront incapables de combler complètement la brèche. Trop exposés, les 28 et 27e divisions britanniques seront obligées de se replier. Dans la ferme Sautard se trouve une célèbre casemate, aujourd'hui surnommée le Cheudard Villa. Celui-ci fut violemment bombardé les 25 et 26 avril pendant la bataille de Saint-Julien. Il sera repris aux Allemands lors de la 3e bataille d'Ypres par les troupes britanniques. Un cimetière intitulé Cheudard Villa fut créé. Plus tard, il sera renommé le cimetière Seaforth à la demande du 2e bataillon du Seaforth Highlander, dont reposent plus de 100 soldats écossais,
tué le 25 avril 1915. Malgré de terribles pertes, la 27e division britannique résista dans le bois du Polygone jusqu'au 3 mai 1915, où, à la suite de l'attaque par les gaz, les Allemands s'en saisirent. Le 27 septembre 1917, les Australiens reprirent le bois et, désormais, l'obélisque à la 5e division australienne couronne la butte. Un cimetière a été créé en leur honneur. Le 24 mai, les Allemands dispersèrent à nouveau du gaz sur 7 km du pied de la crête de Pulkiem au lac de Belvaerde. Au prix de sacrifices, les Tommies cédèrent encore une fois du terrain. La deuxième bataille d'Ypres a considérablement réduit la taille du saillant côté allié. Il ne reste plus que 3 km sur 8. Les Alliés ont perdu environ 70 000 hommes, dont 60 000 Britanniques, et les Allemands 35 000 hommes. Cette bataille prit fin le 25 mai. Ypres n'était pas tombée, mais l'armée allemande s'était approchée à moins de 4 km des murs. Déjà fort éprouvée, cette ville fut de nouveau bombardée. Les Allemands ne cessèrent plus de se servir des gaz. Ils développèrent, trouvèrent des gaz incolores et toxiques, jusqu'à leur plus cruelle invention, l'hypérite, appelée ainsi du nom de Ypres. Les Alliés cherchèrent des moyens de protection, les masques. Ils furent améliorés sans atteindre la perfection. Des milliers et des milliers d'hommes périrent par les gaz. En Belgique, les Allemands organisèrent un véritable régime de force. Pris sur le fait ou livrés par des traîtres, des Belges furent fusillés ou déportés en Allemagne. Vendue par un de ses protégés, Miss Edith Cavell, infirmière anglaise, fut condamnée à mort et exécutée le 12 octobre 1915. Après la guerre, son corps a été exhumé et ramené au Royaume-Uni. Voici la tombe et le mémorial au pied de la cathédrale de Norwich. À Londres a été érigé un mémorial en son honneur. Il faut relier l'arrestation d'Edith Cavell avec celle de Louise de Bettigny, que nous avons déjà vue. Toutes deux dépendantes des services de Sir Reginald Hale, le personnage le plus secret de la Première Guerre mondiale. C'est lui qui décoda le télégramme Zimmermann, un facteur important dans l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Louise de Bettigny repose au cimetière Saint-Amand-les-Eaux. Autre héroïne belge, très populaire sur les bords de l'Isère, la Joconde. C'est ainsi que les soldats la surnommèrent. Mais en réalité, elle s'appelait Madame de Boeuf. Les grandes offensives. Au printemps 1915, le commandement français, en accord avec les Anglais, attaqua au nord d'Arras. À la tête du groupe d'armées du Nord, le général Foch fut chargé de diriger cette opération. Elle sera conduite par la 10e armée du général d'Urbal. L'offensive, déclenchée le 9 mai, visa en premier lieu la crête de Vigny, qui domine la plaine de Lens à Béthune. Les Allemands ajustèrent leurs tirs sur Mont-Saint-Éloi, base de départ des unités qui montèrent en ligne. Au milieu du dispositif d'attaque se trouvait le 33e corps du général Pétain. Nous voyons ici le lieutenant de Gaulle. En son centre, la 77e division d'infanterie s'empara du Cabaret Rouge et poussa au-delà de la côte 119 jusqu'au bois de Givenchy. Malheureusement, le 10 mai, leur chef, le général Barbeau, figure légendaire qui, en octobre 1914, sauva Arras, fut mortellement blessé. Le mémorial départemental de Souchez a été construit. À gauche du drapeau, on voit le monument à la gloire de la division du général Barbeau. Le lieutenant d'artillerie de Castelnau, troisième fils du général, fut tué le 1er octobre précisément au bois de Givenchy. À sa gauche, la 70e division d'infanterie du général Fayolle investit Carency et Ablain-Saint-Nazaire. À sa droite, la division marocaine du général Blonlat enleva d'un seul bond les ouvrages blancs, ce sont des tranchées, et occupa les points culminants de la crête de Vimy, la côte 140 et la lisière du bois de la Folie. Mais les réservistes furent à 12 km en arrière. Les tirailleurs et la Légion ne purent faire face à l'ennemi et se replièrent. Les corps voisins furent bloqués par la puissance allemande. Il faudra près d'un mois de combats acharnés pour que le 21e corps d'armée du général Mestre soit maître de Notre-Dame de Lorette. Le massif de Notre-Dame de Lorette forme une croûte allongée sur plus de 9 km près de Béthune et le village de Souchez. Le plateau, très escarpé, se prolonge en plusieurs contreforts d'accès difficiles, surnommés par les soldats français Côte de Melon. Sur le plateau proprement dit de Lorette fut installée une chapelle consacrée à la Vierge. Souchez resta aux mains des Allemands. Il faudra attendre la 3e offensive d'Artois à l'automne 1915, le 25 septembre précisément, que le village redevient français.
Henri Barbus, écrivain, brancardier au 231e régiment d'infanterie, nota dans son livre « Le feu » qu'il n'y avait plus un pan de mur dressé. Il faudra près d'un mois de combats acharnés pour que le 33e corps d'armée du général Pétain soit maître de Carency et Ablain-Saint-Nazaire. Deux académiciens, journalistes et surtout hommes politiques, Maurice Barrès et Louis Barthou, visitèrent les ruines de Carency. Surnommé Rossignol des carnages par l'écrivain Romain Rolland, Maurice Barrès a écrit un livre intitulé « Voyage en Lorraine et de l'Artois ». Il faudra près d'un mois de combats acharnés pour que le 20e corps d'armée du général Balfourier soit maître de Neuville-Saint-Vaast, du Labyrinthe et de la Targette. Neuville-Saint-Vaast fut conquise rue par rue. Le Labyrinthe, tranché et abri souterrain, protégé par des mitrailles, resta imprenable. Toutefois, il sera pris le 19 juin, au milieu de terres trouées et remplies de morts. Le 24 juin, le général Foch arrêta les opérations. Quant aux Anglais, après la bataille de Neuf-Chapelle en mars 1915, où un cimetière rappelle les soldats indiens sacrifiés, 2 tigres veillent sur les 4847 noms gravés. L'assaut de la crête d'Aubers en mai leur fit perdre 7000 hommes et 4200 Indiens. Le cimetière du Touré à Richebourg reçut 891 Britanniques et quelques Canadiens, Indiens et Allemands. Un mémorial honore les 13 000 militaires disparus dans ce secteur avant le 25 septembre. Le général Pétain fut cité à l'ordre du Mérite et fut nommé commandant de la 2e armée lors de la bataille de Champagne le 25 septembre 1915. Au cours de l'été, le 33e corps d'armée du général Fayolle, remplaçant du général Pétain, tint le secteur de Notre-Dame de Lorette, où il est en liaison avec le 11e corps britannique. 2 officiers montèrent en observation. L'un est français, il s'agit du général Fayolle, l'autre est anglais et major, tout nouveau sur le front. Il s'appelle Winston Churchill, naguère premier lord de l'amirauté, déchu à la suite de l'échec des Dardanelles. Une autre grande bataille se prépara en Champagne. La 3e offensive d'Artois se transforma en diversion. Elle démarra en même temps que la bataille de Champagne, le 25 septembre. Les soldats du général Douglas Haig attaquèrent et prirent Loos en Goële, en utilisant à leur tour des gaz de combat. Le cimetière intitulé Doug Corner a été créé à Loos en Goële. Quand John Kipling attaqua la côte 70 le 27 septembre, ce fut le premier baptême de feu du lieutenant. Les pluies d'automne ont transformé les tranchées en coulées de boue. Les Irlandais furent tués, le lieutenant disparut. Désespéré par la disparition à 18 ans de son fils, son père recherchera longtemps mais en vain son corps. Un cimetière prend place après l'armistice à l'emplacement d'un poste de secours, tirant son nom de l'hôpital Saint-Marie de Londres à Hens. Plus de 1800 soldats, dont 1600 anonymes, reposent ici, tandis que les disparus sont commémorés sur les murs du cimetière Doug Corner. On l'identifia en 1991. John Kipling, fils de l'auteur du Livre de la jungle, prit place dans ce cimetière. Il ne faut pas oublier Emeline Moreau, fille de mineur, âgée de 16 ans en 1914, résistante à Loos en Goële en 1915. Elle fut décorée de la Croix de guerre et devint l'une des 6 femmes faites compagnons de la Libération. D'octobre 1914 à octobre 1915, la bataille de Lorette fit de part et d'autre 100 000 tués et autant de blessés. C'était un véritable charnier. En septembre 1915, les canons français avaient tiré 1 500 000 obus de 75 sur la colline. Après-guerre, Lorette devint la plus grande nécropole française par la grandeur de cet immense jardin de croix qui forme un rectangle de 13 hectares. 19 000 corps qui ont pu être identifiés ont reçu une sépulture individuelle. Les autres corps ont été exhumés des fosses et des cimetières voisins. Sur 22 970 corps, 12 080 corps ont été rendus aux familles. Une partie du cimetière est réservée aux soldats musulmans. La tour-lanterne, haute de 52 mètres, est l'ossuaire principal de Lorette. La crypte renferme les 6 000 corps de l'ossuaire et les cercueils de soldats inconnus des différentes guerres. La lanterne porte jusqu'à 70 km. À côté de la tour-lanterne, la chapelle est en réalité une basilique. Sur le site, il y a la statue du général Mestre, commandant le 21e corps, et le musée vivant de 14-18. De nos jours a été construit un anneau de fraternité. Les panneaux sont les pages d'un livre ouvert sur lequel se déroulent les 600 000 noms des soldats morts dans le Nord, Pas-de-Calais. Aux 110 000 Français s'ajoute la liste des membres de 30 pays.
africains, belges, portugais, russes, romains, etc. Près de Neuville-Saint-Vaast se trouve le cimetière allemand de la Maison-Blanche, qui est le plus important de France. 44 833 soldats tués au cours des combats d'Artois sont enterrés là, sous des croix noires. Le monument à la mémoire des volontaires polonais a été édifié à Neuville-Saint-Vaast. De nombreux Polonais vivent en France et 2000 d'entre eux se portent volontaires. On les verra notamment lors de la deuxième bataille d'Artois. Il y a aussi un cimetière tchécoslovaque, le seul en France. Ce sont des soldats engagés dans la Légion étrangère en août 1914. Ils participent à l'offensive d'Artois en mai, mais perdent 80% de leur effectif. Après l'essai, en décembre 1914, d'une calotte métallique placée sous le képi, l'intendant Adrian, directeur de l'habillement, mit au point un modèle de casque, aussitôt adapté en avril 1915. En juillet, les 180 000 premiers casques furent livrés aux armées, puis de 55 000 par jour en août. Aussi, apparition de l'uniforme militaire, couleur bleu horizon. On lui attribua aussi la fabrication des baraques, construction provisoire en bois et en métal, destinée au cantonnement et au stockage. Nous en voyons ici, situé à Dieu-sur-Meuse. En Champagne, il y a eu 2 offensives. Objectif, atteindre Vouziers. Du 16 février au 15 mars 1915, la première offensive engagea la 4e armée du général de l'Angle de Cary sur un front de 8 km. Le bois Sabot, Perthes-les-Hurlus et le fortin de Beauséjour leur fit perdre 100 000 hommes environ. Sous les ordres du général de Castelnau, la deuxième offensive du 25 septembre fut répartie entre la 4e armée du général de l'Angle de Cary et la 2e armée, dont le général Pétain a pris le commandement le 23 juin, sur un front de 25 km d'Aubérive à Ville-sur-Turbe. Les Allemands s'étaient retranchés sur une falaise à 199 mètres. Sa forme évoque les 3 doigts d'une main, d'où son nom. Sur le terrain sont encore visibles des tranchées, des abris. Le premier corps colonial du général Berdoula parvint à conquérir la main de Massige au prix de très lourdes pertes. Il occupa aussi le mont Tétu, point culminant de la position, mais fut rejeté aussitôt. Au centre, le 20e corps du général Balfourier prit Maison de Champagne, le 11e corps poussa jusqu'aux abords de Tahure, et le 14e corps déborda le trou Bricot, puis s'installa sur la côte 193. Aménagée en 1922, la nécropole de Ménicourt-le-Mesnil-les-Hurlus fut établie à l'emplacement de l'ancien cimetière, dit du pont du Marson, créé en 1915. Elle regroupe plus de 21 000 soldats français, dont 25 Tchèques et 2 Serbes. À l'ouest, le 2e corps colonial du général Blonlat nettoya le trou Bricot, prit la ferme de Navarin, qui était transformée en forteresse par l'ennemi. Les pertes furent très lourdes des 2 côtés. Le général Marchand, chef de la 10e division d'infanterie, fut blessé grièvement au ventre par une balle de mitrailleuse. Le légionnaire Blaise Sandras fut lui aussi grièvement blessé. Il fut amputé au bras droit. Après avoir dépassé la ferme des Vaques, la 28e brigade engagea des combats et elle perdit plus de 1000 hommes. Une nécropole fut créée pour cette brigade. À sa gauche, le 7e corps du général de Villaret et le 32e corps du général de Berthelot conquirent la longue épine de Véderange. Dans cet endroit, il y avait tout un réseau de tranchées que les Allemands tinrent avec acharnement. Le général Joffre décida de relancer la bataille le 6 octobre, mais en raison de l'épuisement des troupes, de l'importance des pertes, 138 000 pour les 2e et 4e armées du 25 septembre au 7 octobre, l'ensemble des opérations ainsi qu'en Artois fut définitivement arrêté le 1er novembre 1915. Ce fut un échec. 4 mois plus tard, les Allemands attaqueront à Verdun pour en finir avec la guerre, mais ils n'y parviendront pas.